Voilà, de retour pour cette deuxième partie, toujours avec Héloïse Benamou, toujours pour son ouvrage Kleptocratie française, pour comprendre le système financier, ses ressorts, comment ce système, en fait, on peut dire, agit comme un prédateur pour la société et vampirise toutes les ressources. Moi, c'est ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. Parce que, avec des parts qui sont assez étonnantes, on me dit, il y a tout de suite des questions qui parlent de cette presque porosité, presque endogamie, en tout cas entre les milieux financiers et politiques, et on nous fait part, évidemment, de Emmanuel Macron, Georges Pompidou, Henri Emmanuelli, qui étaient des anciens de la Banque Rothschild, mais aussi Barroso, Mario Draghi, Mario Monti, Luca Papademos, qui travaillaient pour Goldman Sachs. Et on sait qu'ils ont respectivement ensuite occupé des postes de première importance, puisque Mario Draghi est l'actuel président de la Banque Centrale Européenne, Mario Monti était l'ancien Premier ministre italien, lui, Papademos était Premier ministre en Grèce. En plus, ce sont des gens qui ont été impliqués dans la crise, responsables au premier... Oui, l'analyse que je fais dans le livre, c'est que du coup, l'évolution du système monétaire et financier fait que maintenant, l'appareil considère les États comme des filiales. Et de la même manière que j'expliquais tout à l'heure, il place à la tête comme si c'était un conseil d'administration. Comme si c'était un conseil d'administration. Ouais, exactement, oui. C'est ça, on arrive à ça, et pour eux, il faut dégager un maximum de bénéfices et dans leurs intérêts, et donc c'est un moyen aussi de verrouiller encore une fois le pouvoir. Donc maintenant on a, on peut dire, des espèces d'institutions toutes puissantes et qui décident en gros notre politique. C'est un peu les politiques qui décident, c'est eux qui décident qui vont mettre en place en fait, quasiment. Oui, parce qu'on est rentré dans un engrenage où il faut continuer à alimenter la dynamique du système d'un point de vue monétaire et financier. Et pour ça, il faut que les politiques publiques aillent dans l'intérêt des banques. Que ce soit pour tout ce qui est de la sécurité sociale ou des ressources fiscales, oui. Ouais. Donc que ce petit système-là, en gros, ne s'arrête jamais, parce que là, il y a vraiment collusion totale. Le personnel politique, bon, on imagine bien, au niveau de François Fillon, des gens du gouvernement qui ont eu accès à ça, mais est-ce que tous nos députés, tous nos conseillers régionaux, conseillers départementaux, ils sont au courant de ça, vraiment? Parce qu'en plus, ça va jusqu'à la mairie, tout le monde est impliqué là-dedans. Oui, par exemple, dans le cadre des collectivités locales, il y a eu des emprunts toxiques qui avaient été souscrits, abusifs. Donc au départ, ils n'étaient pas au courant, parce que maintenant, le problème qui se pose, c'est que les personnes qui nous gouvernent, qui peuvent avoir aussi un certain âge, qui ont connu un système qui a été différent, ne perçoivent pas vraiment les risques qu'il peut y avoir à cause du système financier. Moi, c'est ce que j'ai pu observer, parce que j'ai rencontré aussi des personnalités politiques, évidemment. Et donc ils se font flouer par les banques, et puis ils ont souscrit pour certains à des emprunts qui étaient indexés sur des devises étrangères, encore une fois, et comme je disais tout à l'heure, qui sont manipulés par les banques. Donc ensuite, les échéances ont explosé, et les collectivités se sont retrouvées ruinées. Donc il y a tout un tas de collectivités en France, de mairies, même des conseils généraux, des conseils régionaux qui investissent donc investissent des sommes hasardeuses un peu, des investissements hasardeux. Hasardeux, oui, qui sont manipulés par les banques. Qui sont manipulés par les banques, par les banques, oui. Oui, mais aujourd'hui, tout se finance à crédit. La sécurité sociale se finance à crédit. J'ai expliqué le système tout à l'heure. Il en va de même pour le système fiscal. Et donc, les fonctionnaires sont payés à crédit. Les remboursements maladie sont payés à crédit. Donc, oui. Toute notre économie à crédit. Donc, les mairies, elles empruntent. Les conseils régionaux empruntent. Les conseils, le département emprunte. Tout le monde emprunte, en fait, et investit dans ces produits, mais on a l'impression que c'est pas le métier de ces gens-là de faire ça en fait. Je veux dire, une mairie, c'est pas son métier. Il faut financer les dépenses, et puis quand il n'y a plus assez d'argent, on finance par de la dette. De la dette.
Mais après, in fine, c'est toujours le contribuable contribuable qui oui. paye la facture. Ouais. Parce que c'est ça que vous démontrez aussi, c'est que les profits sont toujours privatisés, mais alors les pertes, elles sont mutualisées systématiquement. Ah bah oui, et puis Ça, c'est une règle. c'est les Français qui paient. Ouais. C'est les Français qui paient. Et ce dont je me suis rendu compte en analysant le cas de la Société Générale, les bilans, c'est que, mais c'est pareil pour toutes les banques, c'est que même quand elles font de la spéculation pour des caisses de retraite ou des institutionnels, elles se couvrent avec des bons du Trésor. Donc même quand elles font de la spéculation avec, elles doivent déposer un déposit, ce qu'on appelle un déposit, une sorte de garantie, et c'est souvent des couvertures en bons du Trésor. Donc c'est l'État qui garantit en fait En quelque sorte, ouais. c'est comme si vous allez au casino avec le portefeuille de votre maman, et puis vous savez que si vous perdez, papa qui... Voilà, c'est ça. Non, mais c'est quand même... Enfin, là, quand on découvre ça, on est quand même assez effaré, quoi. Parce que on comprend mieux pourquoi il y a une dérive totale. Donc, aussi, je repense à une affaire qui avait beaucoup secoué au moment de la crise de 2008, c'était l'affaire Dexia, dans laquelle on dit il y avait beaucoup justement de collectivités, de mairies impliquées. Donc, si on avait laissé couler Dexia, en fait, on allait ruiner toutes ces entreprises, c'est ça un peu, enfin, oui, toutes ces mairies, toutes ces... C'est pour ça que le système se tient et qu'il continue, c'est que les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, vont continuer à soutenir les banques, à sauver les banques. Parce que sinon, effectivement, ce sera une grave crise sociale. Si on laisse tomber les banques, ce sera une grave crise sociale. Donc tant que les gens aussi continuent de payer, le système se maintient. Se maintient, voilà. Parce que normalement, une banque comme cette banque Dexia, qui aurait dû, qui était en faillite, hein, c'est ça, elle était clairement... Si son activité avait été autre, elle aurait été liquidée, oui. Elle aurait été liquidée, voilà, en tout état de cause. Et pourtant, on a vu donc toutes les autorités pour absolument se mobiliser pour sauver Dexia. Voilà, on a vu vraiment, ils étaient au taquet pour sauver cette banque. Mais quand on comprend, c'est parce que on se dit, oui, effectivement, si cette banque s'était effondrée, ça aurait eu des conséquences directes, immédiates sur toutes ces mairies, ces conseils généraux qui ont investi, Oui. qui auraient dû remonter leurs impôts, probablement, c'est ça. Ça aurait fait des gros trous dans les caisses des budgets partout en France. Ça aurait été... Oui, et puis ça a été le cas pour toutes les banques. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des centaines de milliards de garanties qui ont été données par l'Europe pour rassurer les investisseurs et continuer de maintenir le système bancaire sous perfusion. Ouais. Ouais. Mais tout ça peut s'effondrer du jour au lendemain. Il y a un réel Le crise, système devient de plus en plus fragile. Oui. Une crise systémique, un peu à l'image de ce qui s'est passé en Argentine, un peu. C'est-à-dire, on pourrait se réveiller un matin, là, et puis... les Grecs se sont réveillés comme ça. Ils se sont réveillés comme ça, oui, c'est pour ça. Oui, je pense aux Grecs aussi, oui. Ça arrive aux Grecs. Donc, ça pourrait nous arriver aussi en France. C'est terrible de rien qu'il... Enfin, parce que les Français sont loin de ça, de s'imaginer ça. C'est un peu... Je ne suis pas sûre. Hein. Je pense que les Français commencent à se rendre compte. Ils commencent à se rendre compte de la gravité. Hein. Ouais. Parce que on a l'impression, c'est vrai, quand on regarde la Grèce, voilà, sans mépris pour les Grecs, mais on se dit, c'est la Grèce, ils sont pas aussi gros que nous, c'est des pays, ils gèrent pas très bien, Non, mais même aux États-Unis, hein, pour parler même plus gros que nous, même aux États-Unis, les dégâts de la crise des subprimes, en termes sociaux, ça a été très lourd. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées à la rue, des parcs entiers de personnes qui se sont retrouvées à la rue, et puis... Non, c'est pas parce que le pays est petit qu'il sera au moins touché. Hein. Oui, parce que pareil, toujours dans le but de bien expliquer, les subprimes, en gros, c'est des crédits justement qu'on a accordés à des gens qui, de toute façon, étaient insolvables, qui n'étaient pas solvables, et puis qu'on a pris ces dettes-là pour les mélanger, en fait, c'est ça, d'autres choses dans la maquille. Ils les ont titrisés donc en les mélangeant effectivement à d'autres choses et ils les ont revendus massivement, notamment à des institutionnels. Et donc, pareil, avec les CDS, ils spéculaient dessus. Plus ils spéculaient, voilà. Voilà. C'est un vrai système qui marche sur la tête, quoi. Et c'est ça, en plus, parce que là, cette crise de 2008, donc depuis, vraiment, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une prise de conscience, moi j'en doute pas chez les gens, mais dans la classe politique, est-ce qu'ils sont emparés, on peut dire, de ce sujet vraiment ou... Pas autant qu'aux États-Unis. Pas autant qu'aux États-Unis. Pas autant qu'aux États-Unis, parce qu'il y a quand même eu des commissions sénatoriales aux États-Unis qui ont permis justement de comprendre ce qui s'était passé. En France, on nous a dit que les banques françaises n'étaient pas du tout concernées. Elles sont solides, j'ai vu Michel Sapin, il nous dit c'est solide, il n'y a rien à craindre. Je suis pas tout à fait d'accord, mais bon. Non, il y a un vrai déni en France du problème monétaire et financier. Ouais, on veut pas voir. C'est quoi ? C'est un peu comme quand il y avait la crise de Tchernobyl, on veut pas dire la vérité aux gens parce que les Français sont trop fragiles, ou alors c'est vraiment
on va dire, sciemment un mensonge délibéré pour justement, surtout qu'ils ne sachent pas. Ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y en a qui ne sont pas au courant. Après, comme je vous disais encore une fois tout à l'heure, c'est que révéler aux Français que l'argent de leur travail, de leur cotisation sociale est placé sur les marchés financiers et perdu dans des opérations frauduleuses, non, ils n'ont pas envie que les gens sachent ça. Ouais, ils n'ont pas vraiment envie. Mais c'est là qu'on voit aussi la limite, parce que les médias non plus ne nous en parlent pas. Là, une espèce d'omerta médiatique un peu là-dessus aussi. Oui, on me pose souvent la question des médias, mais moi je ne suis pas journaliste, donc je ne sais pas comment ils trouvent leurs informations. C'est vrai que beaucoup de médias, enfin presque tous les médias sont contrôlés également par les banques. Il y a quand même beaucoup de journalistes, je ne sais pas comment ils trouvent leurs informations, comment ils enquêtent, mais oui, effectivement, moi, mes références pour écrire le livre, parce que le livre est quand même très sourcé, c'est plutôt les rapports de la Cour des comptes que BFM TV, quoi. Ah oui, ça c'est clair. Mais justement, c'est ça qui m'étonne, c'est que voilà, vous faites une enquête, vous arrivez à tout sourcer, à démontrer, on va dire, vraiment la nocivité d'un système, et eux, avec, j'ai envie de dire, leurs énormes moyens, ils ont même... Oui. Personne ne nous en parle, non, c'est pas circuler. C'est ça qui m'étonne, ce décalage entre votre livre et l'information qu'on a. Il faut aussi savoir où chercher l'information et comment la traiter. Moi, je savais ce que je voulais savoir et comment le trouver, donc ça a été assez facile de récolter les informations. Et vous-même, vous n'avez pas été approché même par des grands médias, justement, à la suite de votre livre, non? Non. Non, je demande comme ça, on sait jamais. Non, c'est pas trop le genre. Non, mais c'est ça c'est extraordinaire, parce que c'est ça, c'est omerta, quoi. On veut pas... Les gens... j'ai l'impression que tout ce qui concerne la finance, on en dit le moins possible. On ne sait rien sur ce milieu. Voilà, ça reste très opaque, très... un monde comme ça, à part, qui a une influence, mais... voilà, il y a très peu de visages, il y a peu de... Oui, c'est vrai. C'est pour ça aussi que j'ai essayé d'avoir une approche assez rigoureuse, puis de m'appuyer sur des éléments juridiques pour expliquer comment ça s'organise vraiment, les rapports entre les sociétés, comment est constitué vraiment l'appareil bancaire et financier. Parce que ce que j'ai pu voir dans les médias, justement, c'est qu'on nous parle d'une banque universelle à tout faire, et puis qu'elles sont toutes indépendantes les unes des autres, mais c'est pas ça du tout. Oui, parce que ça, c'est vrai, on nous présente un peu la banque universelle, mais en fait, ça aussi, c'est quelque chose qui est bien spécifié dans votre livre, c'est qu'on découvre qu'un banquier, en fait, il a plusieurs métiers, et ça se mélange un peu, parce qu'il y a des banques, donc il y a des spécialistes pour donner les ordres, des spécialistes de ça, ils ont divisé un peu, morcelé comme ça, mais ils font tous les métiers, mais sans le dire. Oui, tout est compartimenté. Voilà. Même la comptabilité est compartimentée dans une société. Quand elles ont des opérations à faire sur de la gestion d'actifs, elles créent une société. Et donc à chaque fois qu'il y a une société, donc il y a un conseil d'administration. Donc souvent pour verrouiller le pouvoir, ils mettent à la tête de ces sociétés-là des personnes qui viennent de la maison mère ou des sociétés qui sont actionnaires pour contrôler ce qui s'y passe. Oui. Parce que c'est ça qui paraît quand même, je veux dire, assez incroyable, c'est de voir à la fois comment on mélange l'intérêt de la société, puis des intérêts privés des membres de cette société, et puis tout se mélange, mais il n'y a pas de responsabilité en plus. On a l'impression que... Il devrait y en avoir. Ouais, parce que vous montrez que justement, c'est un peu trop, c'est un peu flou cet aspect de la responsabilité réelle En droit, c'est pas flou du tout, parce qu'il y a des règlements qui sont là, qui sont mis en place, auxquels ils doivent se soumettre. Le problème, c'est une fois que c'est porté devant la justice, donc déjà c'est très rare. Et puis, comme on a vu, même quand c'est le cas, on nous dit, ils n'étaient pas au courant. Ils sont pas responsables. Donc, oui. Mais si, moi je considère que la loi est tout de même bien faite et qu'il faut qu'elle soit appliquée simplement. Ce que j'explique dans le livre, c'est que beaucoup des dysfonctionnements que je présente viennent du fait que la loi n'est pas respectée, mais si elle l'était, il y aurait déjà moins de problèmes. La mise en place de la CADES, par exemple, n'était pas conforme parce qu'il y a une règle d'or s'agissant des finances publiques et l'emprunt ne doit servir qu'à financer des investissements. Des dépenses d'investissement. Ce n'est pas le cas dans le cas de la sécurité sociale. Donc on se retrouve dans une situation qui est celle que je décris actuellement et qui va ouvrir la voie à une grave crise sociale. Et personne n'a remis ça en cause en plus. Parce que le premier à avoir mis on va dire le doigt là-dedans, c'est Rocard, c'est ça, avec la CSG. C'est lui qui a créé la CSG, c'est ça? Non, elle a été créée lors de la CRDS avec la création de la Caisse d'amortissement de la dette sociale. D'accord. Et ensuite, comme à chaque fois qu'il y avait des emprunts supplémentaires, ça devait être justifié soit par une augmentation des cotisations, soit par la création de nouvelles cotisations.
pour financer ces nouveaux emprunts en fait. Donc ils ont fait une nouvelle cotisation, Oui, voilà. C'est pour ça qu'on en a inventé 2. Quoi, en fait. Voilà, et donc après elles ont frappé tous les revenus. Tous les revenus, hein, c'est ça, ouais. Ouais. Parce que même quand... En fait, on en paye absolument partout. Même des fois sur des petites sommes, ils prennent ce qu'ils peuvent. Sur le revenu des activités, des jeux, de beaucoup de choses. Pour financer cette dynamique, oui. Voilà, pour financer. Et donc, pour enrichir, in fine, quand même, des financiers derrière. Parce que beaucoup de gens pensent que quand ils remboursent leur dette sociale, ils disent bon, bah, c'est la sécurité sociale, c'est pour les soins, c'est la solidarité. C'est présenté comme ça, quand même. C'est ce qu'on... Bah oui, et c'est pour ça que le système est très hypocrite, oui. Parce que comme ça, les gens ne posent pas de questions. Ils disent, bon, bah, je rembourse ma dette sociale, moi aussi je vais chez le médecin, et culpabiliser un peu peut-être même. c'est quand même extraordinaire, je vois ça. On me dit, est-ce que le retour au franc comme monnaie nationale est-il possible? Et est-ce qu'il serait bénéfique pour l'économie de la France? Alors ça, c'est une question qu'on se pose. Est-ce qu'il faut revenir clairement à un système régalien, d'État, et dégager tout ce qui est tout ça, tous ces organismes privés, quoi. Alors sur la monnaie, ce que j'explique dans le livre justement, c'est que il y a une vraie rupture, il y a une vraie rupture en 1992 avec le traité de Maastricht, qui, il faut le savoir, était quand même anticonstitutionnel. Et on considérait avant que la monnaie devait faire corps avec l'État, qu'elle devait être contrôlée pour la mise en place justement des politiques publiques, mise en place par le gouvernement sous contrôle du Parlement. C'est pour ça que c'était... parce qu'en 1992, on a décidé de décentraliser justement la politique monétaire au niveau de l'Union européenne, avec la création de l'euro et du système européen de banque centrale. Donc ça s'est quand même passé avec une révision, et normalement, ce qui est prévu, effectivement, c'est que ce qui va du domaine du bon sens, c'est que la monnaie doit servir à mettre en place les politiques publiques, et qu'elle donc ne peut pas être dissociée de l'État. Voilà. Après, est-ce que le franc ou notre monnaie, de toute façon, le système va muter aussi, mais oui, l'euro n'est pas viable. L'euro n'est pas viable. L'euro, vous aussi, vous pensez que l'euro, c'est une monnaie qui... à terme peut exploser, qui va exploser, comme beaucoup anticipent. Oui, on arrive à une situation où on est pieds et poings liés avec cette monnaie-là, et puis même l'Europe considère que maintenant, la seule manière pour les États de devenir compétitifs, de redevenir compétitifs, c'est de détruire les acquis sociaux, et puis... C'est ça, c'est le choix qui est fait là, c'est-à-dire en fait, il faut sacrifier tous nos acquis sociaux pour pouvoir produire aussi, on va dire, au même niveau que les pays d'Asie, etc., de tous nos concurrents, quoi. Bah oui. Et puis donc avec ça, on arrive à des lois comme la loi El Khomri, etc., qui vous détruisent le marché du travail et les acquis sociaux. Oui. Ouais, c'est ça, donc c'est ce qui attend tous les Européens, parce qu'on est tous sur la même destruction des acquis sociaux pour le totem de la dette, quoi, pour continuer dans ce système-là, on va dire. Les pays, les États de la périphérie de l'Union européenne, enfin de la périphérie. Parce qu'on les appelle même les pigs. Oui, les pigs, les fameux pigs, donc très méchants. Oui, donc dont la Grèce, l'Espagne, le Portugal ont déjà fait les frais. Ils ont déjà fait les frais, et ça va arriver bientôt en France. Et ça va arriver en France, donc toute cette situation catastrophique en Grèce, on a vu les conséquences sociales terribles, plus d'hôpitaux, des retraités effectivement qui s'immolaient des fois devant les banques, des gens qui avaient été ruinés, Enfin, on a vu une situation quand même catastrophique dans ces pays-là. Et c'est ça qui est un peu notre avenir, entre guillemets, si on continue sur marcher dans les pas de ce système. Oui, tout à fait. Et donc, en attendant, pour maintenir le système sous perfusion, on nous fait passer des lois qui sont liberticides, et puis on va devoir travailler encore plus longtemps, payer toujours plus. C'est un peu ce que nous promettent en plus beaucoup de candidats. La retraite à 70 ans, machin. Oui, tout à fait, oui. Ouais, parce qu'il va falloir travailler jusqu'à 100 ans bientôt pour nous dire vous aurez peut-être une retraite. Vu la situation, je pense que de toute façon la Cour des comptes le dit, que la manière dont sont gérées les finances pour la sécurité sociale notamment représente un poids qui sera très lourd à supporter pour les générations futures. Et les caisses de retraite, pareil, tout est des caisses, donc... L'URSSAF, parce que l'URSSAF aussi c'est un cas particulier, l'URSSAF c'est privé. L'URSSAF est privé aussi. Le régime, donc le RSI est privé, totalement privé. Ouais. Et le régime général des salariés est mixte, donc c'est une structure mixte avec donc les caisses de base qui sont sur le territoire qui récoltent les cotisations, donc les URSSAF, sont privées. Et ensuite c'est géré par la cause qui est publique.
Et donc la caisse d'amortissement de la dette sociale est également publique. Et les caisses nationales maladie vieillesse sont publiques. Sont publiques, d'accord. Il y a le cas de l'ARCO aussi. Alors ça va concerner beaucoup de gens qui sont à la retraite, qui était... L'Agirc Arrco, oui. L'Agirc Arrco qui a été aussi au bord du dépôt de bilan, c'est ça? Enfin, ils ont failli... Oui, de la même manière, la Cour des comptes considère qu'ils sont dans une situation ils devraient arriver à la faillite d'ici 2 ans. D'ici 2 ans, voilà. Donc ça veut dire que beaucoup de retraités qui... moi, j'ai des gens dans ma famille qui touchent la retraite de ces organismes-là. Alors, ça veut dire que ça craint terriblement. Ils pourraient se retrouver un jour qu'on leur dit « Ah, mais non, monsieur... Il n'y a pas d'argent ce mois-ci ou on ne peut plus vous donner vos 1 000 euros, on va vous en donner 500. Oui, en effet. Et puis, comme on est sur un système par répartition, plus le chômage va s'installer, plus les entreprises vont fermer. Et puis plus vite, ces entreprises-là feront faillite. C'est vraiment un système, c'est une dynamique qui est globale et qu'il faut analyser comme ça, en tout cas. Oui, parce qu'en France... Donc, système par répartition, c'est les actifs qui financent les retraités. Les pensions en même temps, En gros, c'est à peu près ça. Voilà. Et système, alors, qui pourtant, de base, c'est plutôt sain, non, comme système, mais pourquoi il est en déséquilibre à ce point-là aujourd'hui? Alors, évidemment, avec cette affaire, mais quand ils avaient pensé ce système-là, je crois qu'il est issu de la Seconde Guerre mondiale. Oui, voilà. tout à fait. Et pour eux, c'était plutôt positif au début. Il n'y avait pas les organismes financiers au départ, non? Oui, justement. Ils se finançaient comment d'ailleurs? Depuis le début, on est sur un système par répartition, mais c'est vrai que le problème financier que je décris dans le livre n'avait pas lieu à l'époque. Enfin, je vous dis, la création par exemple de la caisse d'amortissement de la dette sociale, c'est très récent à l'échelle politique parce que ça date de 96. 96, oui, d'accord. Oui. Donc le système évolue. D'accord, un petit cadeau de Juppé. On me dit aussi, aujourd'hui, il y a eu à Paris une manifestation contre le RSI. Il n'y avait pas plus de 200 personnes. Est-ce que les entrepreneurs commencent à rentrer dans le moule du système? Parce que le RSI, alors, il y en a souvent, effectivement, des gens qui manifestent. Oui. Est-ce qu'il y a un grand mouvement, qui se lève? Parce que moi, j'ai vu beaucoup de trucs passer, c'est vrai, sur le RSI, de gens qui... j'en reçois aussi beaucoup de mails de gens qui se lèvent contre ce système. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'action dans le public clair là-dessus. Enfin, voilà. Votre livre, c'est certainement un des premiers qui parle de tout ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de grand mouvement. Il y a des associations qui luttent contre le RSI, notamment parce qu'il est privé. Ouais. Il y a beaucoup de recours qui ont été déposés devant les tribunaux, mais les demandes n'aboutissent pas. Que ce soit pour savoir quel est le statut juridique du RSI, il y a des personnes qui cherchent à quitter le RSI pour s'assurer indépendamment à l'étranger, dans un système assurantiel. Mais c'est très compliqué, oui. Parce que ça paraît presque insoluble, qu'on a l'impression que c'est vraiment David contre Goliath, quoi. Il nous impose quelque chose et... Tout le monde doit se plier. Oui, mais il y a quand même des choses qui se font. Les associations sont quand même très efficaces et je pense que ça va évoluer. Ça va évoluer et ils vont finir par s'en emparer. Bon, quelque part, quand on entend Fillon, quand on parle, ça veut dire que à haut niveau, ils commencent à prendre conscience quand même qu'il y a un gros problème avec ce... J'espère pour eux. Parce qu'il serait temps quand même. Oui, parce que ça fait des années que ça dure. Le RSI, il a été créé quand exactement? En 2006. En 2006. Et avant, comment ça fonctionnait avant le RSI? Avant, il y avait différentes caisses. Mais c'était mieux géré. Et les cotisations n'étaient pas aussi élevées. Mais il y avait différentes caisses par profession. Parce que le RSI concerne les artisans, les professions libérales et les commerçants. Et avant, il y avait plusieurs caisses pour gérer ça. Il y avait plusieurs caisses, chacun gérait. Et là, on a quoi? On a dit on a simplifié, on regroupe tout. Et puis là, ça a été un désastre. D'accord. Et personne n'ose revenir dessus, quoi. Il y a pas c'est ça qui est... Non, mais il y a des intérêts derrière qui sont très importants. Parce que c'est ça qui est le plus... c'est comment ces gens-là se tiennent tous. Donc les politiques, le milieu financier, évidemment, je mettrais aussi le milieu médiatique, puisque bon, il a quand même son rôle, mais tout le monde se tient ou ils trouvent leur intérêt, parce que pourquoi nos députés ne se lèvent pas? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner là-dedans? Voilà. Il faudrait aussi savoir comment réformer le système. Moi, j'ai du mal à comprendre que tous ces problèmes n'avaient pas été abordés avant. J'avais besoin pour moi-même déjà de me rendre intelligible dans le cadre de mon activité professionnelle le système. C'est pour ça que j'ai commencé à me poser des questions.
J'ai eu affaire à différents interlocuteurs et puis ce que j'ai observé, c'est que le système était complètement méconnu. Donc c'est déjà un premier problème. Et puis ceux qui ont les moyens d'agir, il faut aussi du courage pour agir. Ouais, c'est vrai, oui, c'est vrai. Et peut-être qu'ils n'en ont pas, je sais pas. Oui, c'est vrai, oui, parce que c'est vrai que parce qu'un homme politique, en fait, qui va dénoncer, il y a beaucoup de coups à prendre sur un sujet comme ça, quand même. Il n'y a pas grand-chose à gagner. Ouais, pas grand-chose à gagner, ouais, c'est ça. Ouais, beaucoup d'ennemis à se faire, et finalement... Non, parce que c'est incroyable qu'en fait, que tout ça se passe, en tout cas, sous nos yeux. Et j'espère que ce soir, beaucoup de gens vont en prendre conscience. D'ailleurs, voilà, on me dit qui sont les patrons du RSI. Alors, oui, c'est vrai, Donc justement, dans les demandes qui ont été faites par les associations, ils ont demandé à savoir quel était le statut juridique du RSI, parce qu'on ne sait pas s'il s'agit d'une société, d'une mutuelle ou d'autre chose. Et donc on n'a jamais voulu répondre à ces demandes. On ne sait pas. Il y a un conseil d'administration qui dirige le RSI et qui est là depuis la création du RSI. Et donc la justice ne rend pas, on lui demande mais quel est le statut juridique Non, personne ne sait. Et elle ne sait pas. Personne ne sait ce qu'est le RSI. C'est quand même incroyable, quoi. Oui, assez, oui. Le RSI est vraiment une structure hybride qui a été mise en place par les pouvoirs publics, mais on ne sait pas ce que c'est. D'accord. C'est Sarkozy qui avait trouvé cette idée fabuleuse. Ça a été mis en place en 2006, oui. 2006, d'accord. Donc c'était sous le gouvernement Chirac, oui, d'accord. Donc il était, ouais, non, puisqu'il arrive en 2007. D'accord. C'était qui le ministre d'ailleurs qui a mis ça en place un peu C'était un ministre de la santé, c'est ça, ou c'est quel ministère? Ça avait été mis en place par des décrets. Ah ouais. Donc normalement, donc ça a été mis en place dans le code pardon, de la sécurité sociale. Ah ouais. Donc c'est indiqué qu'il s'agit d'une entreprise privée, mais ça dépend du code de la sécurité sociale et donc aussi pour expliquer que par rapport au calcul des cotisations, qu'il n'est pas légal. Parce que normalement, dans le code de la sécurité sociale, il est prévu que le calcul doit se faire par rapport à ce qui a été, pour faire simple, gagné au même moment, comme c'est le cas pour les URSSAF. Et ce n'est pas le cas du RSI qui fait des appels de cotisation sur des revenus d'années antérieures. Et donc les commissaires aux comptes ont demandé à avoir un avis sur ça et on leur a dit également que ce n'était pas légal. Donc tout ceci est codifié dans le code de la sécurité sociale. Mais c'est une structure hybride. D'accord. Personne ne se décide pour dire ça suffit, il faut qu'il y ait des règles, quoi, des vraies règles qui s'appliquent. Voilà. On me dit d'ailleurs quelles mesures préconisez-vous pour lutter contre ces cartels Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faut les casser, ces conglomérats bancaires, ou faudrait comment on peut agir contre concrètement? Alors, donc s'agissant du problème bancaire, le premier problème c'est que ce sont des structures qui sont gigantesques, donc incontrôlables. Même les personnes qui font du commissariat aux comptes dans ces entreprises-là, qui sont un petit peu honnêtes, disent que ce sont des structures qui sont très difficiles à contrôler. Et ensuite, le second problème, je pense que c'est, comme je disais tout à l'heure, le problème de capitalisation. C'est qu'elles sont toutes capitalisées les unes avec les autres parce qu'elles le veulent pour avoir un contrôle les unes sur les autres. Ce qui n'est pas en soi indispensable. Donc c'est ce problème-là qui fait que quand il y a une crise, elle se propage de cette manière-là. Donc déjà, ça résoudrait beaucoup de problèmes. Parce qu'il y aurait moyen de l'abattre, quoi, ce capitalisme. C'est ça que je pense beaucoup de gens se demandent, c'est comment on fait pour enfin lui dire vous allez obéir maintenant, ça suffit, il faut changer les règles, quoi. Parce qu'on a l'impression qu'ils obligent peu aux politiques. Hein. On a l'impression qu'ils sont. Moi, je vois des espèces d'un milieu en espèce de roue libre et qui c'est même lui qui commande le politique, quoi. Ils sont au-dessus, clairement, quoi. Ils sont, oui, bien sûr, oui. Bah, parce qu'ils sont dépassés. Et puis en 2013, on a eu la loi Moscovici qui devait séparer les activités bancaires et on a bien vu que les politiques étaient complètement dépassés par ce système-là et qu'ils ne comprennent pas comment fonctionnent les banques. Ouais, d'ailleurs, vous dites cette loi, elle n'a pas servi à grand-chose. Non, parce que les activités étaient déjà compartimentées d'avant et que c'est pas ça la source du problème. Oui, alors ça c'est un peu l'épouvantail qu'on nous jette toujours, le fameux Glass-Steagall Act, en fait, voilà. Mais ça sert pas à grand-chose. Non, et les banques ont toujours été organisées de cette manière-là. Mais parce qu'elles veulent, elles, se contrôler les unes les autres. Ouais.
Ah oui, c'est ça qui est le cœur. Il faut absolument savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, Oui, oui. elle s'allie, mais pour tout contrôler en maillant le système, quoi. Oui, oui. Et puis donc même dans le cas de la gestion de la dette fiscale, elles se sont unies dans un groupement d'intérêt économique, comme je le disais, pour les activités qui concernent la gestion de la dette de l'État. Donc en gros, c'est comme si on avait quand même des banquiers qui diraient presque à un État, bah, tiens, là j'ai besoin de temps. En fait, et l'État, lui, il prend des engagements et c'est Oui. nous qui payons, quoi. Oui, oui. Bah oui. C'est ça qu'il faut que voilà, tout le monde comprenne, quoi. C'est-à-dire que le pouvoir n'est plus dans les mains des politiques, quoi, clairement. Enfin, moi, quand j'ai lu ça, j'ai bien compris que c'est pas eux qui ont le pouvoir, quoi. Oui. Ils n'ont plus de marge de manœuvre de toute façon pour mettre en place, à cause du processus que j'ai expliqué avec Maastricht, pour mettre en place des politiques nationales performantes. Parce que, en plus, donc système qui s'impose à toute l'Europe, parce que quand bien même nous, par exemple, imaginons, en France, on change notre petit système, mais ça suffira pas si personne change autour de nous, non? C'est comment on pourra... C'est vrai que l'empire des banques maintenant est totalement est international, il concerne le monde entier, oui. Mais encore une fois, c'est parce qu'elles prennent des participations dans des banques à l'étranger et dans le monde entier, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, en Russie, partout, oui. Et c'est bon. D'ailleurs, quand vous dites ces banques-là qui forment des cartels, ça veut dire qu'en fait, c'est ça la vraie domination en fait de certains pays sur le reste de la planète. Elle réside dans ce pouvoir-là plutôt, non? Ah ben oui. Parce que moi, quand j'ai vu ça, c'est pareil flagrant, quoi. Vraiment, qu'il y a un petit cartel de banques issus de pays bien particuliers qui contrôlent tout le reste, quoi. En Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, visiblement aussi, enfin, partout, quoi. Oui, elles sont organisées comme ça et c'est le pouvoir de la monnaie qui s'exerce sur l'ensemble de la société parce que pour faire fonctionner l'économie, tout vient de la création monétaire. Et à partir du moment où on confie ce pouvoir-là à des sociétés privées, qu'on leur permet d'échapper à tout contrôle, à toute poursuite, on arrive au système dans lequel nous sommes actuellement. Oui, parce que le péché originel, si j'ose dire, c'est bien la création monétaire confiée à ces gens-là. C'est un peu ça le point de départ. Il y a effectivement un conflit entre ce qui réside de l'intérêt personnel pour les personnes morales qui font du crédit et l'intérêt général qui est celui de la nation et qui devrait être mis en œuvre par les politiques publiques, par le gouvernement qui est choisi élu de manière démocratique. Donc oui, il y a un conflit d'intérêts. C'est ça qui n'est pas démontré clairement, quoi, auprès du public, quoi, parce que tout le monde n'a pas conscience de ce conflit d'intérêts. Non, moi j'ai rencontré des économistes qui me disaient mais c'est tout à fait normal que les banques soient privées, c'est tout à fait normal qu'elles se rémunèrent avec un intérêt, comme si c'était une activité comme une autre. Mais ce n'est pas le cas. La monnaie n'est pas un service comme un autre. C'est un problème, c'est un service d'intérêt général. Donc, mais il y a des économistes qui considèrent que ce n'est pas le cas. Donc en théorie, on devrait renationaliser en fait tout le système bancaire, quoi, dans une logique un peu plus d'équilibre en tout cas pour tout le monde. Ce serait un peu il y a eu des périodes où le système bancaire était nationalisé et ça fonctionnait assez bien. Maintenant, même si on considère qu'il doit rester privé, qu'il y ait au moins des contrôles. Les fameuses 30 glorieuses, c'est un système... C'était le cas, oui. Ouais, c'est un système nationalisé. Parce qu'en plus, la Banque de France, nationalisée après la Seconde Guerre mondiale, et aussi toutes les assurances, toutes les banques, je crois, c'était après la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est ce qui a été mis en place après. Et ça fonctionnait plutôt bien, c'est ça. Ce qu'avait fait le général de Gaulle, c'est qu'il avait attendu l'heure de fermeture de la bourse pour faire voter la loi. Et c'était passé comme ça. Parce que voilà, on nous fait peur en nous disant que sinon les marchés vont paniquer, on va se retrouver ruinés, etc. Mais c'est la manière dont il avait procédé à l'époque en tout cas. On pourrait faire la même chose en France. Donc on attend un dimanche, on réouvre l'Assemblée nationale. Le système n'était pas non plus le même. Oui, il n'était pas aussi tentaculaire qu'aujourd'hui. Et parce qu'aujourd'hui, ce serait... Mais est-ce que c'est possible, franchement, d'un point de vue technique, c'est-à-dire demain, on a un homme politique qui a une volonté de faire, qui dit « je vais réformer ça », il nationalise comme ça un coup de force, je nationalise les banques et les assurances. C'est possible? Ce sera plus complexe avec le problème européen. Ouais. On peut pas, je pense pas qu'on puisse faire ça de cette manière-là. Et puis
Et puis, je pense qu'il faut déjà obliger les banques à se délier les unes des autres. Et puis, penser à un système qui sera à échelle humaine, parce que là, c'est pas le cas. C'est totalement incontrôlable, insondable. On ne sait pas on ne sait pas comment elles fonctionnent. On ne sait pas ce qu'il y a dans le bilan des banques. Elles font souvent des faux bilans, c'est ce qu'ont révélé les crises, parce qu'après, on s'est rendu compte que finalement, leurs comptes n'étaient pas bons, qu'ils étaient faux. Donc il faut déjà revenir à un système à échelle humaine et puis que la loi soit appliquée. Il en va de même aussi pour le problème de la sécurité sociale. C'est qu'il faudrait déjà que la loi soit appliquée pour pallier à tout ce qui se passe. Les fameux crash tests que l'Union européenne elle avait réalisés, c'était valable ça où on avait parlé de tester la fiabilité des banques et leur capacité à pouvoir se financer. Je crois que c'était ça le but un peu. Il y avait pas mal de réformes qui ont été mises en place avec BAL 1, 2, 3, solvabilité 1, 2. Mais ça n'empêche pas les crises. Oui, c'est ça. C'est des mesurettes un peu tout ça, ça fait un peu... Oui, c'est du spectacle. Du spectacle, ouais. C'est ça, pour dire on fait quelque chose, quoi, mais en fait on change rien. Quoi. Non, le système ne change pas pour l'instant. Ouais, parce qu'il n'y a pas eu de... On peut pas affirmer qu'il y a une transformation profonde depuis 2008, en fait. Depuis cette fameuse crise, c'est un peu reparti comme en 40, sauf que ils sont peut-être plus discrets, je sais pas, non. Oui, parce que la solution qui avait été apportée, c'était de faire voter la loi de séparation bancaire, mais elle n'a servi à rien. Elle n'a servi à rien, donc coup d'épée. Et puis aucun des dirigeants n'a été poursuivi, encore une fois, donc non, rien n'a changé. Oui, il y a eu très peu de poursuites pénales. Alors, on a évoqué le cas de c'était un trader aussi aux États-Unis, le français, qui a été poursuivi. Oui. Mais c'est un cas unique quasiment. Enfin, il y a très peu de personnes qui ont été poursuivies dans cette crise. Non, il y en a eu très peu. C'était un peu pareil, ça a été un pion, Fabrice Touré, qui avait été mis en avant, et puis il avait reconnu devant la commission sénatoriale que de toute façon ses avocats étaient payés par la banque, Goldman Sachs, et qu'il paierait ses amendes aussi. Donc, Oui, voilà. Donc il a été sacrifié, comme il dit, pour venir, mais il n'impliquera jamais ça, il ne se passera pas grand-chose. En fait, la banque est par derrière. Non, et justement, comme ils savent très bien qu'ils bénéficient d'une impunité au niveau politique, au niveau judiciaire, ils craignent pas grand-chose, quoi. La même chose. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi beaucoup de gens ont voté, on sait, Donald Trump. Ils ont été ruinés par cette crise de 2008. Parce qu'aux États-Unis, il y a une espèce quand même, depuis cette crise, de colère populaire très forte envers le Wall Street et les milieux financiers. En tout cas, la finance, elle est dans le viseur de beaucoup d'Américains qui s'estiment floués, lésés. Eux peut-être, j'ai l'impression qu'ils sont au stade d'après. Nous, on n'a pas encore bien calculé, mais en tout cas, là-bas, aux États-Unis, il y a un vrai mouvement. C'est vrai qu'aussi, aux États-Unis, le problème financier est pris plus à bras-le-corps, en tout cas, qu'en France. Il y a eu des commissions sénatoriales qui ont été assez efficaces. Il y a beaucoup de traders, de directeurs de banques. La Fed aussi, il y a beaucoup de membres de la Fed qui ont été auditionnés par ces commissions-là et qui ont eu à se justifier et à rendre des comptes. Ça n'a pas été le cas en France. Oui, en France, il n'y a pas eu de commission parlementaire sur la crise, sur il y en a eu une donc en 2013 avec la loi Moscovici. Ouais. Et 3 banquiers ont été auditionnés. Il y avait Frédéric Oudéa, Bonafé et Jean-Claude Chifflet pour le Crédit Agricole, donc BNP Paribas, Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole. Et donc ils disaient que ça leur serait vraiment préjudiciable que leurs activités soient compartimentées dans des filiales, et ça n'a dérangé personne. Donc c'était assez surprenant, quoi. Mais d'ailleurs, j'avais noté que aussi le successeur de Jean-Claude Trichet à la Banque de France, c'était Christian Noyer. Mm-hmm. C'est un peu... il s'amuse un peu. On est passé de M. Trichet à M. Noyer. J'ai trouvé ça... Ils ont un humour... Il y a un humour blagueur, des fois, dans les nominations. Les noms, j'ai trouvé ça assez marrant. Ça ne s'invente pas. Il y avait un autre nom aussi, j'avais noté aussi, qui était assez marrant. Ils ont toujours des... Je crois que c'était M. Chiffré ou quelque chose, je ne sais plus le... Un des chefs. Chifflé, c'est Crédit Agricole. Crédit Agricole, oui. Ils doivent s'amuser dans les nominations parce que les noms sont quand même assez surprenants des fois. Voilà. Alors,
On me dit, pourriez-vous préciser depuis quand la Banque de France est publique? C'est depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est ça? C'est le général de Gaulle hein, Oui. qui avait décidé ça, donc Oui. nationalisation de la Banque de France. Mais il va y avoir cette fameuse loi de 73 qui va lui enlever tout son pouvoir, c'est ça? Enfin, vous dites 92, c'est vraiment Maastricht qui est... Oui, pendant la période entre-deux-guerres, il y avait eu quand même un remodelage de l'institution. Donc elle était encore privée, mais on avait mis à sa tête des fonctionnaires pour encadrer ce qui s'y passait, parce qu'il commençait à avoir des problèmes. Et ensuite, elle a été nationalisée après, oui. Après la Seconde Guerre mondiale. Après, la loi de 73 a court-circuité le financement du Trésor. Et puis, à ce moment-là, les banques étaient encore publiques et elles ont été privatisées après, dans les années 80. Et puis Maastricht. C'est ça, 86, je crois, ou je sais plus. 84. 84, ouais, d'accord. Et puis après, ça a été Maastricht, l'Europe. L'Europe, et là, c'est gravé dans le marbre, plus le droit d'emprunter, et voilà. Oui, et puis même les États entre eux ne peuvent pas se prêter. D'ailleurs, on a piétiné tous les traités, en fait, dans cette crise, puisque dans la crise grecque, les États ont prêté, enfin, indirectement, c'est ça, mais ils ont quand même prêté, ils se sont engagés sur des créances grecques, c'est ça, au niveau, quand il y a eu les engagements, en fait, des autres États européens pour la Grèce. On peut dire quoi? C'est les États qui s'engagent en fait, à couvrir les dettes de la Grèce en cas de défaut de la Grèce, c'est ça? Oui. Et puis, comme je vous ai dit, toutes les garanties qui ont été données, c'est des centaines de milliards d'euros. Et si les États ne peuvent pas payer, là, ce qu'on observe en tout cas, c'est que la Banque centrale est en train d'absorber pas mal de monnaie en circulation. Ah oui, c'est-à-dire, parce qu'en fait, comme plus personne n'en veut, à la fin, c'est pour pas que le système s'effondre, c'est la Banque centrale, en gros, qui rachète les... Et puis, il faut bien comprendre que l'Europe est totalement antidémocratique et que tout ce qu'ils ont pu faire à Chypre ou en Grèce, etc., ils ne respectent pas ils ne respectent rien, ils ne respectent pas la démocratie, ils ne respectent pas... Dans le cas de la Grèce, par exemple, pour prendre un cas concret, il y a quand même eu un référendum. On a demandé au peuple grec à savoir est-ce que oui ou non ils voulaient rembourser les créanciers des États grecs. L'Europe n'en avait que faire, quoi. Ils ont décidé ça un peu à huis clos avec l'Eurogroupe, en excluant en plus le ministre des Finances Yanis Varoufakis. Et puis finalement, ils ont imposé aux Grecs des coupes budgétaires, tout ce qu'on sait. Ils ont vendu des îles, ils ont commencé à privatiser beaucoup de secteurs d'intérêt stratégique. Et puis voilà. Est-ce que la Grèce, elle aurait dû sortir de l'euro, comme beaucoup le préconisaient en fait, au début de la crise? Ça aurait été pire ou... Je sais pas, ça aurait peut-être... Certains disent que il n'y avait pas d'autre solution en fait, pour sortir de ce cycle infernal de la dette pour la Grèce. Puisque, en fait, depuis d'ailleurs, c'est pas vraiment arrêté ce cycle-là. C'est possible de répudier des dettes. C'est possible de répudier des dettes, de sortir de l'euro aussi. Mais répudier des dettes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Grèce, du jour au lendemain, dit ça suffit, j'arrête de payer. Ou là, je peux plus. Voilà, je paye pas. Les créanciers. Je paye pas mes créanciers, mais là, dans ce cas, ça veut dire que. Il va y avoir un trou dans les comptes de la Banque centrale. Il y avait des trous qui étaient il y avait dans les comptes de la Grèce. Mais ça veut dire aussi repenser le système. Parce que ce qu'il y a aussi, c'est que là, on se trouve dans une situation intermédiaire qui est assez dangereuse. Parce que je pense que ce qu'ils voulaient, c'était nous faire passer à une Europe fédérale et ça n'a pas été le cas. Donc on se retrouve dans une situation intermédiaire finalement où l'État n'est plus souverain, mais l'Europe n'est pas non plus fédérale. Donc il y a des décisions qui se prennent, comme je vous ai dit, au niveau de l'Union européenne, pour beaucoup qui sont d'application directe en droit interne. Et donc soit on va passer à une Europe fédérale, et le système bancaire et financier lui aussi va muter, et puis soit on revient à des économies nationales, oui, mais bon, on voit très bien ce qui s'est passé avec la Grande-Bretagne aussi. Est-ce que c'est possible de quitter le... Bon, après, là, c'est vrai, on va me dire que la situation de l'Angleterre est différente, mais ils l'ont fait. Ouais. Parce que, ah oui, donc
Oui, il y avait une tentative, vous dites, oui, nous faire un peu passer au forceps un petit peu cette Europe fédérale au nom de la bonne gestion budgétaire obligatoire, parce que, évidemment, d'où l'idée un peu, d'accord, c'est un peu, comment dire, on peut dire l'esprit d'un, comme le TSCG, là, parce que ça aussi, c'est très obscur, le TSCG. C'est-à-dire qu'on a créé une espèce d'organisation européenne où, quand il y a des problèmes de dette, en fait, ça se décide comme ça... par un organisme. Oui, et puis ils ont prévu de mutualiser les dettes. Oui, c'est ça. Donc, ils ont prévu de mutualiser les dettes pour que tous les États soient solidaires les uns des autres et remboursent collectivement et les remboursent dettes. Voilà, donc en gros, quand il y a un pays qui a du mal à payer, les autres sont obligés de mettre la main à la poche. Hein. Je crois que c'est ça, c'est une obligation en plus. Oui, parce que le système devient de plus en plus en faillite. Et comme il devient de plus en plus en faillite, ils cherchent à mutualiser et puis à obliger les peuples à payer. Ouais. Parce qu'en plus, pour ce qui concerne le TSCG, il me semble qu'il y avait bien des dispositions dans ces statuts qui posent problème. Bah, c'est un peu comme le RSI. Ils sont responsables de rien, ils n'ont pas de compte à rendre. Je crois que tous leurs documents sont classés secrets, on peut rien Oui, avoir. c'est pour ça que j'explique qu'il faut bien comprendre que l'Union européenne est totalement antidémocratique. Et même quand il y a eu donc, le cas avec Yanis Varoufakis, on lui a fait savoir que l'Eurogroupe, donc qui regroupe les ministres des Finances, était un groupe informel et que s'ils avaient envie de l'exclure, ce serait comme ça. Oui, voilà, j'avais vu ça, qu'il disait que justement, voilà, c'était un groupe informel, il n'y avait aucun statut et que finalement, je crois qu'il est venu à une réunion puis il est resté dehors, c'est ça, on lui a dit, vous n'avez pas le droit de rentrer. Enfin, c'est un peu surréaliste d'ailleurs. Ouais. Bah oui, mais c'est comme ça que fonctionne l'Europe. Ouais, c'est comme ça. Oui, et ça non plus ne vous est jamais beaucoup mis en avant, hein, ce fait-là. Je sais que Varoufakis, il l'a évoqué dans son livre. Mais c'est vrai que ça paraît quand même incroyable. Donc, ce ministre des Finances qui vient, on lui dit, ah non, vous restez dehors, puis on décide, nous, et voilà, on vous rend la copie, puis c'est comme ça. Et puis, votre référendum, bah, vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est... Parce que c'est ce qu'on a dit à la Grèce. En gros, de toute façon, vous référendum ou pas... Oui, et puis ils ont payé. Et ils ont payé en plus, oui. D'ailleurs, c'est passé comme une trahison de Tsipras pour le reste de l'Europe et pour les Grecs qui l'ont élu un peu en travers. Visiblement, ils l'ont quand même réélu parce qu'il y avait eu des élections entre deux et puis il avait quand même confirmé, mais ils l'ont un peu en travers, les Grecs, quand même, de Tsipras sur ça. Oui, mais il faut bien comprendre qu'en France, c'est pareil, que là, on va avoir des élections, mais que la marge de manœuvre, donc moi, je ne fais pas de politique, donc on peut être de droite ou de gauche, mais que l'un ou l'autre, ou même d'autres, hein, mais la marge de manœuvre est très faible. Très faible, hein. Donc ça veut dire que un président qui veut s'attaquer à cette problématique, il a intérêt à y aller très fort, quoi. Il faut qu'il soit intransigeant, quoi. Soit il aura la volonté de réformer le système de manière structurelle, soit ça sera des mesures pour repousser l'âge de la retraite, payer plus d'impôts, augmenter la TVA. Voilà, c'est pour ça que c'est tellement important, parce qu'en fait, le véritable choix politique, c'est ça. C'est soit on réforme, mais une vraie réforme, pas une réformette, c'est pas la loi Moscovici, quoi. Voilà, il fait une vraie loi, enfin, quelque chose qui réforme, c'est-à-dire là, on transforme complètement le système, on essaie de faire quelque chose de viable, ou alors comme vous dites, on se soumet pour continuer à ce moment-là. À payer plus longtemps. Et on va à la destruction totale du système social, on va à notre propre destruction, en fait, dans l'autre chemin. En fait, tous ceux qui nous racontent du baratin, en fait, tous ces hommes politiques, ils ont que vraiment deux choix qui s'offrent à eux, quelque part, quoi, un peu. Il n'y en a pas 36, quoi. Non. Non, et puis ce que j'ai essayé de faire dans le livre, en tout cas, c'est d'expliquer tous les problèmes qu'il y a et qui conduisent à cette ruine, en quelque sorte. Oui, parce que c'est ça qu'on comprend, parce qu'on voit qu'il y a une interaction donc, des banques qui ont confisqué un pouvoir régalien de base, voilà, qu'on peut appeler la création monétaire, mais en plus on voit que tout le système donc, basé sur ce totem qui est aux mains des banques est fait pour... que toutes les ressources vont l'alimenter, quoi. En fait, le citoyen comprend pas parce que lui se fait dépouiller. Ça, par contre, c'est très bien organisé. Voilà, on voit des petites lettres partout, CDG, RCDS, on n'y comprend rien. En tout cas, là, l'organisation est parfaite, mais on ne voit pas où est-ce que ça va. Et c'est l'inverse. En plus, les effets sont destructeurs puisqu'effectivement, puisqu'il faut casser le système social pour conserver le financement de ce système. Enfin, c'est complètement même... ça fait un peu, vous voyez,
la personne qui vit sur un arbre qui dit mais non mais pour que je garde mon arbre il va falloir que je coupe tout mon arbre. Enfin on comprend pas la logique, c'est complètement... C'est un emballement, hein, c'est un emballement, mais le système est mécanique. Vraiment, il est mécanique et c'est pour ça que c'est très facile de prévoir ce qui va arriver. C'est pas très complexe hein, et puis c'est possible. En tout cas, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. C'est une explosion quoi en fait à terme. Soit explosion, soit c'est ce que nous propose François Fillon, c'est-à-dire un coupe à la hache dans les programmes, du système social, parce que lui, il est clairement, Fillon, il nous fait un peu ce que préconise l'Europe, c'est-à-dire attaquer le système social à la hache pour pouvoir conserver ceci. D'ailleurs, ce qui est même paradoxal dans la bouche des politiques, parce qu'ils nous disent, oui, si on veut conserver nos systèmes sociaux, il faudra faire des sacrifices. Mais par définition, ces sacrifices vont tuer le système social. On marche un peu sur la tête. On marche un peu sur la tête. Et puis moi, ce que j'observe, en tout cas, au cabinet dans lequel je travaille, c'est que quand même les gens se rendent compte qu'on les floue, qu'on les vole, et qu'ils commencent à s'intéresser. Et j'espère qu'il y a des choses qui vont changer. D'accord. En tout cas, les mentalités sont en train d'évoluer sur cette problématique. Bah, tant mieux, on va faire la deuxième pause, et puis on revient. Et en plus, voilà, comme ça, je prendrai vos questions. En plus, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Ben, c'est bien, on va faire une dernière ligne droite avec les questions des métanautes. La régie, elle est prête, c'est parfait. À vous, la régie.